Donc je voulais commencer cette journée en présentant Didier Aubert, qui est notre premier intervenant de la journée et que je remercie d'être présent. Donc Didier Aubert est maître de conférence en civilisation américaine à la Sorbonne Nouvelle. Son travail de recherche de façon générale porte sur la photographie documentaire, sur le photojournalisme, mais également sur les circulations photographiques dans les Amériques entendues au sens large, donc que ce soit les États-Unis, le Chili ou le Mexique. Il a actuellement un article qui vient de paraître dans Photography and Culture qui s'intitule Odd Man in the Methodist Reverence and the Photo Archive. Il est également membre du comité de rédaction de Transatlantic Culture, qui est un projet ANR d'histoire culturelle des échanges atlantiques depuis la fin du XVIIIe siècle. Il a également dirigé plusieurs ouvrages, dont Refaire l'Amérique, imaginaire et histoire aux États-Unis, avec Hélène Canquin, donc aux presses de la Sorbonne Nouvelle en 2011, donc un ouvrage encore assez récent. Et puis il publie régulièrement des articles dans diverses revues, dont Études photographiques, Visual Studies, la Revue française d'études américaines. Il est également membre du comité de rédaction de l'Amérique des images, qui est l'ouvrage dirigé par François Brunet. Et il s'avère que Didier Aubert a été le premier doctorant de François Brunet. Donc c'est une excellente manière de commencer cette journée avec une belle introduction. Je lui laisse prendre la parole autour de cette communication qui s'intitule « L'humanisme profond de la photographie ». Merci beaucoup. Bonjour, chers et chers collègues. Je suis aussi ravi d'avoir du public aujourd'hui, c'est bien. Alors avant de commencer, évidemment, j'aimerais brièvement remercier d'abord Lise Lericham pour cette présentation. Merci à Olivier Lugon, merci à Christian Joschkeuil et à l'équipe d'organisation du colloque de m'avoir vraiment très gentiment invité à dire quelques mots d'introduction pour aujourd'hui et d'avoir réussi à maintenir cet événement dans les circonstances que l'on connaît. Je tiens aussi très sérieusement à m'excuser auprès des intervenants d'hier. Je n'ai pas l'habitude de venir au colloque où j'interviens à mi-temps, mais là les circonstances ont fait que je n'ai vraiment pas pu me libérer pour vous écouter. Enfin, je voudrais dire quelques mots de la manière dont j'ai compris l'invitation qui m'a été faite. C'est toujours un plaisir de parler du travail de François Brunet et de le faire comme c'est le cas ici, entouré de collègues, de chercheurs et d'étudiants qui le connaissaient, qui ont travaillé avec lui, qui ont tous été profondément influencés par ses écrits, ses conseils, ses engagements, ses encouragements et parfois même ses réserves, toujours exprimées en creux et avec les plus grandes précautions. Et j'en dirai peut-être un mot aujourd'hui. J'ajouterai que prendre la parole comme je le fais pour lui rendre cette forme d'hommage est toujours un honneur qui me semble un peu démesuré. Démesuré, évidemment, non pas pour lui, mais pour moi. Mais je lui dois bien de prendre ce petit risque inévitable de ne pas être tout à fait à la hauteur. J'étais, comme ça a été dit, j'étais sans doute plus nerveux quand je suis venu écouter ses remarques sur le premier chapitre de ma thèse il y a très longtemps de ça. Donc je me lance. Donc le titre de mon intervention, l'humanisme de la photographie, l'humanisme profond de la photographie même, est tiré de l'ouvrage que François Brunet a publié en 2013 sous le titre « L'héritage de Daguerre en Amérique », portrait photographique de la collection William B. Baker, évoquant l'empreinte politique et culturelle de l'irruption du portrait photographié dans les États-Unis du milieu du XIXe siècle. François écrit qu'à travers ces images, je cite, « ce n'est pas seulement une galerie d'Américains ou le portrait d'une jeune nation qui nous sont offerts. C'est une invitation à reconnaître l'humanisme profond de la photographie. L'identité des sujets n'y est pas seulement reflétée ou révélée, elle s'y construit. » L'humanisme profond de la photographie, on aurait tort de lire cette phrase un peu vite, ou de n'y voir qu'une référence rassurante, destinée à un imaginaire grand public, nourri au mythe de la photographie humaniste. La formule concentre, à mon sens, la résistance tranquille, mais assez obstinée, de François Brunet à tout un pan de la littérature et de l'historiographie qui s'est longtemps ingénié à faire de la photographie l'instrument emblématique d'une aliénation des sujets, soumis aux visées déshumanisantes de la machine photographique, qu'elle soit considérée comme technologie, institution, économie, mode de représentation. Dès les premières pages de cet ouvrage, on devine à la fois une reconnaissance de dette,
mais aussi une réticence implicite, dans une référence directe assez rare aux historiens marxistes, je cite, à qui François fait crédit d'une compréhension du médium comme réponse technologique et culturelle à ce qu'il appelle, je cite, le besoin d'images exactes et prestigieuses qui aurait fait la popularité et l'attrait de la photographie pour la bourgeoisie européenne. Le terme humanisme, évidemment, pris un peu rapidement, nous rappelle beaucoup de choses, mais notamment Roland Barthes, Mythologie, 1957, puis Alan Sekula, The Traffic in Photographs, 1981, expliquant comment l'exposition La famille de l'homme tentait de forcer l'image d'une harmonie absurde, je cite, entre arithmétique et humanisme. Ça, c'est Alan Sekula. Harmonie absurde entre arithmétique et humanisme. Ou bien neutralisant les fantômes jumeaux qui hantent la pratique photographique. La voie d'une objectivation technocratique déshumanisante et la voie rédemptrice de la subjectivité de la conscience libérale. Toujours Sekula. Objectivation technocratique déshumanisante et voie rédemptrice de la subjectivité de la conscience libérale. Voilà le paradoxe et l'impasse de la photographie d'une certaine photographie humaniste pour Sekula. Entendons-nous bien. L'une des premières lectures que m'est assignée François lorsque je travaillais sur les photographies de Pittsburgh au début du XXe siècle était la photographie entre travail et capital, du même Sekula. Un texte qui s'attache, entre autres, à montrer comment ce que François appelait l'invention de l'idée de photographie aboutit en réalité, rapidement, à privilégier une vision utilitaire du médium, une forme de réalisme mêlant le sentimentalisme et l'instrumentalité, liant le bonheur familial, la discipline sociale, c'est peut-être le terme clé, et la foi dans la science. L'humanisme dont il est question dans l'héritage de Daguerre, donc, n'est rien d'un évangile béat, et François connaissait mieux que quiconque l'importance des réflexions ayant contribué à remettre profondément en cause les discours modernistes ou humanistes, façonnant les grandes histoires officielles de la photographie et de leur canon artistique et documentaire. Il restait l'une des premières vigies sur nos côtes universitaires, des avancées parfois polémiques de la réflexion américaine sur les images, passeur passionné et critique des textes de William Mitchell, de Nicolas Mirsoeff ou de David Lubin, entre autres, et on pourrait étendre la liste indéfiniment. Mais dès son premier livre, La naissance de l'idée de photographie, François Brunet ancrait l'histoire du médium dans une perspective pragmatique autant que politique, les usages de l'image permettant de saisir au plus près les enjeux d'une société en construction. Aujourd'hui, pensez plutôt dans les perspectives théoriques et esthétiques de la notion d'image, sur la notion d'image, écrivait-il en 2000. L'idée de photographie serait ainsi liée plus profondément à l'utopie d'une communauté de pratiques, fondée dans l'idéal de l'égalité et mise en œuvre dans une singularité des regards. Le daguerreotype américain, compris comme une nouvelle économie des images impliquant le photographe, son sujet, les observateurs du temps, les circuits de diffusion et de réception des images, permet de toucher du doigt la manière dont les États-Unis font nation, non pas dans l'idéal des représentations, mais dans la construction et la diffusion d'identités individuelles et de solidarité collective. Si François Brunet revient sans cesse aux utopies franco-anglo-américaines des origines de la photographie, c'est pour mieux saisir la construction d'un libéralisme politique en plein essor, malgré ses impasses nombreuses et souvent tragiques. Les portraits au daguerreotype, tels que les comprennent le photographe Henry Hunt Snelling ou l'essayiste Ralph Waldo Emerson, au milieu du XIXe siècle américain, ont un enjeu bien différent et construisent par diffusion, mais aussi par effet miroir, les critères d'une citoyenneté idéale, à l'articulation du public et du privé. Évoquant le cas devenu emblématique de Frederick Douglass, ex-esclave et militant abolitionniste de premier plan, ayant pressenti de sa position de sujet toujours surveillé et dominé et soumis par le regard blanc, le pouvoir émancipateur de l'image de soi, François écrit que le portrait daguerreotypé n'était pas simplement remarquable parce qu'il démocratisait le portrait au sens économique, parce qu'il devenait plus accessible aux classes moins favorisées. Il s'agissait plus profondément d'une transformation de la notion d'identité, où le regard d'autrui est appris, assumé, intériorisé, pour être en quelque sorte retourné par le sujet
dans une image rénovée de lui-même. Cela ne vaut pas en tout lieu, et cela ne vaut pas pour toutes les images. On ne trouvera pas de méta-définition de la photographie chez François Brunet. Simplement le questionnement sans cesse renouvelé sur la vie des images, en un temps et en lieu donné, en contrepoint de perspectives critiques aux ambitions qu'il jugeait, je cite, transdisciplinaires et globalisantes, mais dont il déplorait parfois la nature peu historienne. Ce dernier critère est le plus important, sans doute, pour parler des sujets qui nous intéressent ici. La question est moins de savoir ce que les images nous cachent, du moins dans un premier temps, que de reconstruire la manière dont elles adviennent, dont elles parviennent jusqu'à nous, et comment s'impose l'idée que nous nous faisons d'elles, puisqu'il faut encore insister sur le titre de l'ouvrage de 2001. Ce sont ces circulations qui font sens. Et l'idée commune de la photographie, la construction symbolique de ces pratiques, contribue aussi à faire société. Que veulent les images ? Demande Mitchell. François retourne, me semble-t-il, la question, pour demander qu'attendons-nous d'elles. Pour prendre un exemple tiré de l'un de ses derniers textes publiés, les considérations proto-écologistes qui aboutirent à la création des parcs nationaux américains n'eurent en réalité, selon François, guère besoin des images de William Jackson pour s'imposer au Congrès américain, malgré une légende tenace. Cette thèse de l'influence qu'exercerait la photographie par sa force de témoignage ou de vérité résiste mal, en réalité, à un examen attentif de la chronologie législative ou de la circulation effective des images. Elle n'en est pas moins un moment fondateur de la construction d'une mythologie photographique américaine. L'exemple de Jackson sert encore aujourd'hui d'acte fondateur à ce que j'appellerais, faute de meilleurs termes, la mythologie politique de la photographie américaine, qui vante sa capacité d'intervention quasi thaumaturgique dans le débat public. Le pouvoir de l'image, entre guillemets, je mélange tout. Le pouvoir de l'image vraie, palliant l'insincérité et l'usure du discours, submergeant ses codes et prenant force de loi. Et vous avez ici, si je ne me trompe pas de touche, un titre un peu emblématique de cette idée. Quelque part entre John Ford et Martha Sandweiss, qui a publié Print the Legend en 2002, François Brunet part d'une analyse méticuleuse des pratiques photographiques et de leurs manifestations institutionnelles, éditoriales et politiques, pour s'interroger à la fois sur la manière dont la photographie se produit, mais aussi comment elle se construit comme instrument d'une conscience collective. Le statut de l'image photographique, comme preuve et contre-pouvoir rebelle aux nécessités économiques et aux intérêts politiques, domine très largement, malgré ses insuffisances, ce que François Brunet appelle l'histoire populaire de la photographie américaine. On pense donc à Jacob Riis, Louis Hine, Dorothea Lange, Nick Hutt ou ici John Philo. C'est parce que ces grands récits sur l'image organisent le champ social et déterminent ce que nous voyons que François s'est beaucoup consacré aux histoires moins canoniques de la photographie. Aux grands auteurs institutionnels tels que Bowman Newell, on le soupçonne de trouver moins d'intérêt finalement que dans l'approche sociale choisie par Robert Taft, professeur de chimie à l'Université du Kansas, dans Photography and the American Scene. De même, son intérêt pour les ouvrages de Michael Lesy, essayant de reconstituer l'imaginaire d'une époque par un collage aventureux mais stimulant de coupures de presse et de photographies disparates, relevait lui aussi d'un intérêt pour les circulations photographiques comme constitutif d'une identité collective historique, et pour nous, observateurs et observatrices du futur, vestige archéologique de pratiques sociales complexes, voire, dans le cas de Lesy, d'une psychologie collective. C'est que l'histoire de la photographie est une pratique de la photographie comme les autres, serait-on tenté de dire. Lui-même collectionneur de cartes postales, curieux des usages les plus quotidiens de l'image, sur les réseaux sociaux notamment, François ne concevait donc l'histoire de la photographie que comme celle de ses usages, de ses circulations, entre formes élitistes et plus populaires. On se souvient, par exemple, sur cette dichotomie entre l'élitiste et le populaire, on se souvient de son étonnement, un peu surjoué peut-être, au moment de préparer l'exposition sur l'héritage de Daguerre, que j'ai indiqué en ouverture. Il constatait en effet à quel point sa collaboration avec le collectionneur William Baker semblait dévaloriser le projet aux yeux d'un certain savoir universitaire. On pourrait dire la même chose, si l'on me permet cette brève référence à un projet auquel j'ai été associé, de sa déception passagère, mais à mon avis profonde, de voir le projet L'Amérique des images, né des effervescences iconophiles de François et de Jean Kempf, non retenu par le jury universitaire d'un prix de l'innovation qui aurait pu en appuyer le financement.
au prétexte qu'un ouvrage de synthèse à visée didactique ne pouvait être innovant, même s'il prétendait écrire un récit qui n'existait à vrai dire nulle part ailleurs. Usage et habillage de l'image. Puisque l'université ne voulait pas complètement de nous, cette histoire culturelle des images prendrait l'apparence d'un livre d'art, voire d'un coffee table book. En réalité, le projet collectif qu'était l'Amérique des images reprenait à sa manière l'idéal humaniste évoqué en ouverture, celui d'une identité collective multiple construite à travers notre agencement des images et la narration à laquelle nous avions collectivement donné forme. François défendait l'idée qu'il n'y avait pas une seule méthode, une seule approche, et que chacun des membres de l'équipe pouvait prendre son sujet par le bout qui lui semblait le plus judicieux. Il y avait là une forme de militantisme universitaire, c'est-à-dire une idée du travail collectif et de ce qu'est une équipe, mais aussi pédagogique, l'idée que la recherche est ouverte sur nos étudiants, nos étudiantes, et bien sûr bien au-delà, vers le large public, et même, je crois, d'un modèle français de la recherche, où la confrontation avec les objets, la formulation ouverte des problématiques est plus productive que l'application d'un modèle théorique annoncé comme préalable. Après la sortie du livre, il avait entamé des négociations avec plusieurs presses universitaires états-uniennes pour envisager la possibilité d'une traduction. Il y eut des avancées qui semblaient prometteuses, mais au final, le projet n'aboutit pas, et il exprima souvent l'idée que c'était un mal pour un bien. En réalité, il craignait aussi que notre démarche ne soit pas compréhensible dans un contexte universitaire nord-américain qui, malgré ses richesses et ses ressources infinies, dont nous avons tous souvent, enfin dont beaucoup d'entre nous ont largement profité, semble parfois s'imposer des questions à poser avant même d'avoir réellement exploré ces objets dans leur cheminement propre, leur économie de production, la variété de leur parcours. Si je me permets, cette évaluation rétrospective de la dynamique qu'il avait impulsée à l'Amérique des images, c'est aussi à la lumière de la lecture de son dernier livre, La photographie, histoire et contre-histoire, et notamment de ses dernières pages. Comme pour l'humanisme, un autre terme lourdement connoté de la littérature savante sur la photographie est repris par François pour lui rendre justice. Dans Histoire et contre-histoire, ce sont les archives photographiques, au pluriel, qui s'ouvrent à la perspective, évidemment fragile, d'être perçues comme l'antidote, l'idéal, je cite, d'être perçu comme l'antidote, idéal et pratique à la fois, à l'archive surveillante, son renversement. Le pluriel des images, qui déborde toujours le système de la machine, la narration qui déborde le dispositif, ouvre les possibilités de la réflexion, de l'identité et de l'histoire. Le pire n'est jamais certain. Et François Brunet conclut son dernier livre en suggérant qu'à l'ère numérique, plus que jamais, la photographie sert le rêve démocratique, ancien, que chacun fasse ses images, aussi bien qu'un artiste exercé, comme le disait Arago, que chacun soit, comme l'imaginait Talbot, son propre éditeur et son propre auteur, et pour finir, que chacun devienne son propre historien. Je cite toujours François. Et du même coup, l'historien ou l'historienne du monde vu depuis sa lucarne. C'est la fin de Histoire et contre-histoire. Devenir soi-même l'historien ou l'historienne du monde vu depuis sa lucarne, dans un réflexe presque instinctif, les historiens exercés que nous essayons d'être, je reprends aussi Arago, ne peuvent manquer de trahir un petit mouvement de recul. L'ère numérique n'est-elle pas justement le système panoptique où triomphe l'image fausse et l'histoire réduite au plus petit bout de la lorgnette numérique? Donc la lorgnette numérique. François s'en méfiait aussi, évidemment, mais peut-être un peu moins que beaucoup d'entre nous. Ce qui l'intéressait, si l'on veut garder le terme d'Arago, c'était bien l'exercice de remise en perspective, en récit, en réécriture. Les contre-histoires ne sont pas simplement contre, mais plutôt à côté. Et les trésors infinis des fonds photographiques nous permettent sans cesse de réécrire l'histoire du médium et au-delà, l'histoire des hommes et des femmes. Les communications à venir, je pense, d'Anaïs Moirin, excusez-moi si je prononce mal votre nom, et Alexandra de Hering, si j'ai bien lu leur projet, pourraient nous permettre d'en voir des exemples. Je sais aussi qu'ils s'étaient réjouis, en 2018, de découvrir cette fameuse image inédite d'Abraham Lincoln en redingote orange, qui remettait en cause des milliers de pages écrites notamment par François lui-même, sur les liens entre la démocratie américaine, l'honnête Abe, surnom populaire du président américain, et la photographie. Vous connaissez sans doute ce cliché célèbre, car ce n'est pas tous les jours qu'une image remet en cause, de manière aussi définitive, notre connaissance des grands hommes et des grands événements. François l'avait d'ailleurs posté sur son fil Twitter, il y a 2 ans, fin 2018, je crois. Et il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me dire que c'était sa photo préférée de Matthew Brady. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier pour cette présentation qui est effectivement une excellente introduction aux questions de la matinée. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ?
pas pour le moment. Il n'y en a pas non plus pour le moment. Moi, j'avais une question, je voulais revenir sur la remarque que vous aviez faite sur le renversement justement de la question de Mitchell, que valent les images, et plutôt la façon dont François Brunet a retourné cette question en l'approchant par qu'attendons-nous d'elle, et le parallèle avec l'idée des photographies comme antidote à l'archive surveillante et au renversement, parce que je pense que c'est une belle piste pour la suite aussi des interventions. Donc si vous pouviez revenir un peu sur cet aspect. Oui, alors j'insiste sur le fait qu'évidemment, c'est une position dialectique, c'est-à-dire que évidemment que l'archive surveillante est un... Enfin, toute cette littérature est fondamentale, on l'a tous lu et en grande partie intégrée dans nos propres perspectives avant même de commencer à parler de photographie. Mais je pense que moi j'ai le sentiment, par exemple, quand il a commencé, il a invité plusieurs fois Elizabeth Edwards, par exemple, à participer à ces séminaires, sur l'idée d'une archive un peu accidentelle, d'une archive un peu, d'archives qui se constituent justement par la pratique, par l'accident, par la collection, et qui donc, évidemment, que le dispositif de l'archive en tant que théorie, ou l'archive théorique, reste un modèle auquel il s'intéressait et qu'il était loin d'écarter. Mais c'est vrai que dès qu'on fait peut-être une approche un peu plus... peut-être inspirée par les études matérielles, inspirée par l'histoire matérielle, on va dire, une histoire des objets, tout à coup, voilà, c'est vrai que ces archives se révèlent à l'évidence pleines de failles, et ce sont dans ces failles que s'engouffre à la fois l'historien et les gens qui pratiquent l'archive. Donc c'est pour ça que je parle un peu peut-être de la narration contre le dispositif. Le dispositif existe, mais je dirais que François était peut-être plutôt du côté de la narration et de quelles histoires on raconte. Donc c'est là que je fais cette nuance. Alors évidemment, l'opposition ne doit pas être comprise comme frontale, et certainement que les deux valent. Mais je pense qu'il tirait plus sa propre recherche du côté de ces archives un peu multiples, et qui donc, par leur multiplicité, ne sont pas d'autant plus efficaces, mais plutôt sont d'autant moins puissantes, d'une certaine manière. Merci beaucoup pour cette réponse. Y a-t-il des questions ou des remarques? Alors, pour continuer un peu sur la discussion, moi, je repensais à cette formule de l'idée de portrait associatif qu'il a pu évoquer, l'intérêt pour les portraits composites, mais vraiment c'était d'un portrait associatif. Est-ce que justement cette approche de l'archive, qui serait une approche, on va dire, un peu à distance, permet d'envisager justement cette dimension d'un portrait ou deux portraits associatifs? Alors, c'est assez intéressant, parce que ces portraits, tous ces portraits, qui soient composites, associatifs, enfin toutes ces techniques de création de portraits, en fait, trouvent aussi largement leur source dans des pratiques photographiques qui sont des pratiques aussi de surveillance, enfin, si on relie un peu au départ. En tout cas de certaines approches du travail de Louis Rhine, ou qui l'utilisait, mais aussi du travail sur l'eugénisme. Enfin, donc c'est vraiment compliqué, parce qu'on est vraiment dans cette ligne de crête un peu étrange, où la photographie fait système très très rapidement, et en même temps, enfin là j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais en même temps, et cette trace individuelle de chaque personne photographiée, ou dans le cas d'un portrait. Mais dès que la trace devient image, et d'autant plus si elle rentre dans un espèce de dispositif comme ça de création, elle s'éloigne de la trace, et elle tire encore vers le système assez rapidement. Donc je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de la recherche de beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire c'est comment on concilie ces deux dimensions qui restent extrêmement fortes. Enfin, c'est l'archive honorifique et l'archive répressive de ces coups-là aussi, entre le portrait honorifique et le portrait répressif. Donc, et donc, dès qu'on se met à tirer vers
tout ce qui est composite tente à tirer à la fois vers la complexité, mais aussi vers le stéréotype, bizarrement, en même temps. Donc on se retrouve face à des images un peu étonnantes, dont on ne sait, enfin, dont on peut dire plein de choses, en ne sachant jamais si on a vraiment raison, mais c'est l'intérêt. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. Bah, en tout cas, ça ouvre des belles pistes pour la suite et l'intervention suivante. Donc, c'est pas mal. C'est une belle transition, c'est une belle invitation. Donc, vraiment, c'était une introduction. Oui, c'est vraiment ce qu'on appelle une introduction de façon assez parfaite. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, Véronique? Non, moi, c'est un point technique, en fait. Je trouve que dans notre deux, sur Zoom, on n'a pas le diaporama. D'accord. On s'est aperçu que le partage d'écran n'avait pas fonctionné, donc tout le monde a pu apprécier la prestance de Didier Aubert, mais malheureusement, on n'a pas pu voir Abraham Lincoln avec sa veste orange. Voilà, c'est surtout donc, ça. Mais on ne voulait pas l'interrompre en plein milieu. Donc, par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on partagera l'écran pour qu'au moins vous voyez cette dernière image pour avoir le plaisir de la visualiser. Merci beaucoup, Véronique. J'aurais dû venir moi-même avec une veste orange, au cas où. J'étais venu avec deux versions de mon texte et j'aurais dû venir aussi avec une veste orange. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, ni de la salle, ni par Zoom, on va vous remercier encore une fois, Didier, pour cette très belle introduction. Merci beaucoup.